Alors pour commencer, on va avoir deux premières interventions au pupitre, avant de remeubler ces sièges, avec tout d'abord Yann Leroux sur le thème de l'identité. Donc Yann Leroux est docteur en psychologie, Psy et Geek, c'est son nom de blog, spécialiste des identités numériques, des communautés virtuelles et de l'usage des jeux vidéo. Donc tu as carte blanche, tu as un petit quart d'heure, et puis je pense qu'on ne prendra pas forcément de questions, on aura un moment après débat en fonction du temps qui nous restera, mais je sais que tu es pris puisque tu dois rejoindre Avignon ce soir au plus vite. Bonjour, merci d'être là. J'ai été très content d'entendre des artistes témoigner de l'intérêt qu'ils avaient pour les matières numériques. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très très important, parce que si l'art ne se mélange pas au numérique ou le numérique ne se mélange pas à l'art, je ne sais pas dans quel sens ça va, eh bien je suis persuadé que nous allons courir à la catastrophe, parce que ces matières et ces espaces numériques risquent de se refermer sur nous. C'est comme dans le Seigneur des Anneaux, hein, vous savez que dans le Seigneur des Anneaux, il y a un anneau qui les contrôle tous et dans les ténèbres les envoie. Eh bien, le numérique a quand même des potentialités qui sont malveillantes et je compte sur l'art pour que la tendance puisse s'inverser. Alors, pour un psychologue, parler d'identité, c'est à la fois quelque chose d'exaltant et de terrifiant. C'est terrifiant parce que, pour tout vous dire, les psychologues ne savent pas ce que c'est l'identité. On fait beaucoup de colloques, on écrit des livres sur l'identité, mais finalement c'est quelque chose qui nous échappe et qui coule entre nos doigts comme le sable coule entre les doigts d'un enfant. C'est quelque chose qui est, ma foi, aussi parfaitement exaltant, puisque comme on ne sait pas ce que c'est, on peut dire tout et n'importe quoi, on a le droit, puisque l'académie n'a pas tranché sur ce qu'est l'identité. Alors pour l'identité numérique, c'est encore plus simple ou plus aigu, puisque il y a eu grosso modo au moins deux grandes périodes. La première période était ah oui, ouais, voilà, c'est ça le truc. Ouais. Parce que ça faisait un peu gangsta, j'aimais bien. Mais bon, alors je vais essayer de faire différemment. Donc la première période, c'est vraiment la période de la naissance des digiborigènes. Hein, c'est le début de l'Internet, le Far Web. On est dans les années 70. Il y a des hordes d'étudiants en informatique qui se téléversent dans la matrice, puisqu'ils ont quand même ces représentations-là. Ils ont lu Kadik, ils ont lu la science-fiction, et pour eux, l'Internet, les endroits comme le Palace ou Usenet, qui était la Rome des mondes numériques, sont vraiment des espaces dans lesquels on peut se réinventer. Alors pour eux, c'est vraiment une surprise merveilleuse, parce qu'ils se vivaient comme prisonniers du corps. Vous savez, il y a Foucault qui parle du corps comme d'une utopie terrible dans laquelle on est enfermé. Vous naissez blanc ou noir, et vous êtes blanc ou noir toute votre vie, sauf si vous vous appelez Michael Jackson. Mais là, on sait comment l'histoire finit, ça finit par la catastrophe. Donc, vous naissez blanc ou noir, homme ou femme, grand ou petit, musclé ou maigre, et puis ce corps, vous le trimballez toute votre vie, et vous devez incarner votre psyché dans ce corps-là. Et c'est un travail de tous les jours, mais c'est un travail qui est quand même fastidieux. Et alors, il est d'autant plus fastidieux qu'on est dans une période qui n'est pas la période d'antan. Hein. Dans les sociétés traditionnelles, l'identité était réglée une bonne fois pour toutes. Vous naissez sur les rives du fleuve Sénégal, vous êtes Bambara et vous êtes, disons, griot, eh bien vous allez chanter de la même manière que votre père avant vous a chanté, et vous danserez et chanterez de la même manière que votre grand-père et le grand-père de votre grand-père ont chanté et dansé. Ce qui fait que dans les sociétés traditionnelles, le futur des enfants ressemble à s'y méprendre au passé des ancêtres. Donc l'identité est réglée une bonne fois pour toutes, et c'est tout à fait rassurant. Alors l'Occident a inventé une nouvelle façon d'être, puisque avec le temps, le credo était plutôt de se réinventer continuellement. C'est le credo de Microsoft, par exemple, qui écrit sur ses boîtes « Jusqu'où irez-vous ? Jusqu'où est-ce que vous allez pouvoir vous inventer ?» C'est formidable, vous n'avez plus les chaînes des griots du fleuve Sénégal, puisque vous êtes, si vous avez envie d'être marin-pêcheur et que votre père est griot, ma foi, vous pouvez être marin-pêcheur. C'est extrêmement fatigant, puisque à chaque instant, il faut se réinventer d'une façon tout à fait différente.
Alors dans les années 70, les digibourigènes qui sont arrivés sur les bords des mers numériques, puisqu'on était sur les bords du fleuve Sénégal tout à l'heure, donc là c'est les bords des mers numériques, ces digibourigènes ont vécu ces espaces-là comme des espaces merveilleux parce qu'ils pouvaient se réinventer, mais se réinventer sans fatigue. Vous pouviez choisir d'être un gaz rare, vous pouviez choisir d'être un troll, vous pouvez choisir d'être un ninja extrêmement dangereux, vous pouviez être geisha et vous pouviez même être tout ça à la fois, successivement en fait, parce que à la fois c'est fatigant, c'est difficile techniquement plutôt. Vous pouviez décider d'être tout cela à la fois, et ces digibourigènes faisaient ce que une chercheuse sociologue, je crois, les sociologues des fois ont de bonnes idées, hein. Il n'y a pas que les psychologues qui sont des gens extrêmement brillants. Donc cette sociologue a appelé ça le tourisme identitaire. L'idée, c'était qu'au travers de ce qu'on appelait à l'époque les avatars, les gens s'inventaient mille et une vies, et ce qu'ils inventaient au plus loin d'eux-mêmes était en fait la part la plus intime d'eux-mêmes. Lorsque vous rêvez d'être une geisha et que vous mesurez 1,80 m et que vous vivez sur l'île de Manhattan, eh bien, ma foi, très probablement, vous explorez des fantasmes qui vous sont tout à fait personnels. Ce qui est bien aussi. Hein, si ça peut vous éviter 10 ans d'analyse, ma foi, vaut mieux payer un abonnement à AOL et aller dans les mondes numériques. Alors ça c'était avant. C'était avant et ça a changé avec Facebook. Je vous ai parlé de Usenet, la grande Rome des mondes numériques. Tous les digibourigènes allaient faire leur pèlerinage sur ces forums de discussion. Et puis, bah, vous savez comment ça a fini avec Usenet. Hein, les barbares sont arrivés. Avec Rome plutôt, ça a fini comme ça. Usenet, c'est pareil, les barbares sont arrivés. Et le premier barbare, c'était Tim Berners-Lee qui vient annoncer la naissance d'un petit projet qui s'appelait le 3W. Alors ça, visiblement, ça a un peu marché, hein, puisque le 3W est venu. Je vous le fais un peu court. Ensuite, il y a eu, après le web, il y a eu le web 2.0. On en est aux réseaux sociaux et on en est maintenant à un Internet pervasif et on en est surtout à un monde numérique qui est dominé par Facebook. Avant Facebook, l'Internet était un espace autre dans lequel on pouvait avoir une autre identité. Vous étiez fatigué de la vie compliquée que votre conjoint vous menait chez vous, eh bien vous preniez votre fil de modem, vous le branchiez sur la prise de téléphone et puis vous alliez vous offrir une autre vie, comme dans les romans de Philippe K. Dick, hein, c'était vraiment le délice où on pouvait à un moment donné planer de cette manière-là. Avec Facebook, les règles changent totalement. Il n'y a pas deux mondes, il n'y a plus qu'un seul monde, et c'est le monde de ici et maintenant. Je vous parle maintenant, et j'espère bien que des gens sur Twitter disent « Yann Leroux est en train de parler », n'est-ce pas, Sophie? Tu es en train de tweeter. Non, bon, mais Sophie était une très méchante fille. Donc, sur Facebook. Bon, ça marche aussi sur Facebook. Donc, ce qui se passe ici-bas, sur la Terre, a instantanément, pratiquement, une image là-haut dans les cieux numériques. Et ce qui se passe dans les cieux numériques a des effets ici-bas sur la Terre. Donc, il n'y a plus qu'un seul monde. Et du point de vue de l'identité, eh bien, on retrouve finalement l'équation que l'on avait auparavant, puisque les mondes dans lesquels on s'évadait ont tendance à se réduire et ce que je suis ici et maintenant correspond à ce que je suis, du moins je l'espère, sur Facebook. Alors, on pourrait se dire que finalement c'est un peu triste, hein, puisqu'on perd un espace de rêve quand même qui était décrit par nos grands anciens comme un espace qui était merveilleux, un espace de réinvention de soi, etc., etc. Mais il faut quand même remettre les choses un peu en perspective. D'abord, c'était juste un rêve. Les premiers digibourigènes n'ont jamais eu de Far Web. C'est eux qui se sont inventés ce mythe, parce qu'on a toujours besoin de mythes quand on crée une communauté pour pouvoir avancer. On a besoin d'avoir une histoire commune. C'est aussi tout à fait faux, parce que l'on sait que les gens, finalement, assez rapidement, en discutant sur Usenet ou sur les chatrooms, dans les espaces comme Palace ou même dans Second Life, les gens laissaient des débris de leur identité banale, commune. Et finalement, on arrivait assez facilement à savoir si le type avec lequel on jouait à World of Warcraft était de Saint-Nazaire ou habitait sur l'île de Manhattan. Hein. Au bout de 50 heures de jeu commune, on arrive quand même à parler d'autre chose que le boss qui doit tomber à la fin de l'instance. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est que la liberté, cette liberté-là est au moins en partie illusoire.
on a pu montrer que les identités que l'on prenait en ligne étaient des identités qui avaient un effet profond sur la façon d'interagir des personnes. Par exemple, les psychologues qui sont de grands humoristes parfois ont eu l'idée de faire jouer à des joueurs de jeux vidéo une partie en leur mettant une chasuble du Ku Klux Klan. Et puis ensuite, on leur demande d'arrêter de jouer et puis on leur fait passer d'autres tests. Et on a remarqué que finalement, les gens qui jouaient avec la chasuble du Ku Klux Klan avaient des conceptions beaucoup plus racistes que ceux qui n'avaient pas joué avec la chasuble du Ku Klux Klan. J'ai même du mal à le dire. Il faut que je reparte voir mon orthophoniste. Donc ça veut dire que les masques que l'on prend en ligne nous imprègnent fortement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et d'un autre côté, ces masques-là sont aussi en lien avec notre vie intime, avec ce que l'on a de plus profond. Alors pour finir, quand même sur une note que j'espère un peu optimiste, je voudrais vous dire que ces espaces de liberté que l'on trouvait sur l'Internet n'ont pas totalement disparu, ils existent encore, et je crois profondément que les artistes, dont on a quelques-uns parmi nous aujourd'hui, contribuent à maintenir ouverts ces espaces-là, qui sont des espaces de créativité, et qu'ils empêchent le numérique de se refermer et de devenir ce qu'il n'est finalement, il n'est que ça, qu'une succession de 0 et de 1, une somme de calculs bêtes et méchants exécutés par des machines. Je vous remercie. Non, tu vas pas partir. J'avais dit un quart d'heure, donc tu as fait ça en 10 minutes, donc ça nous laisse 5 minutes. Que 10 minutes. Ça nous laisse 5 minutes pour des questions. C'est 10 minutes de Dakar. Donc, vous avez certainement des questions à poser à notre digiborigène. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Non? J'ai été baptisé il y a peu et je ne suis plus cannibale, donc on peut se causer. Si on prend l'exemple des jeux vidéo, moi j'aimerais votre point de vue parce que moi je pense que tuer c'est pas jouer, mais dans ces jeux vidéo on n'arrête pas de tuer. C'est ça qui fait notre grandeur et qu'on passe un certain nombre de plans. Donc moi j'aimerais savoir actuellement, moi je veux bien que ce soit des lieux ouverts, l'électronique, etc. Mais qu'est-ce qui se joue de plus intelligent, de plus intéressant en dehors de jeux où effectivement le but c'est de détruire, de tuer le plus possible? Allez, on a 4 heures, vas-y. Alors, tuer c'est quand même extrêmement amusant. Il n'y a rien de plus fun. Je me suis jamais autant amusé qu'en lisant par exemple les récits d'Homère. Quand vous lisez les massacres qu'il y a dans l'Iliade, vous êtes complètement exalté. Et le nombre de personnes que l'on tue dans l'Iliade, en plus avec de la cruauté, c'est décrit, on vous parle des traits amers d'Ulysse, il y a des lances qui vous foillent les viscères, il y a des coups de bouclier. Enfin bon, tout ça, ça exalte quand même beaucoup la libido du jeune mâle ou même du mâle plus ancien. Il y a quand même quelque chose. Ça marche aussi avec les femmes. Mais les femmes qui jouent généralement au FPS, au jeu où on tue beaucoup d'autres personnes, jouent souvent parce qu'elles aiment jouer avec leurs amis, donc c'est vraiment ça la première motivation. La première motivation des joueurs, des jeunes mâles qui jouent à ces jeux de guerre n'est pas organisée autour de l'agressivité. C'est pas ça qui les amuse vraiment. C'est fun au début. Bon, vous prenez votre AK-47, vous tuez quelqu'un et puis vous dites bon, je suis trop un badass, c'est rigolo. Mais c'est pas ça qui est vraiment amusant. Ce qui est vraiment amusant, c'est de jouer en coopération avec d'autres personnes. Ce qui est vraiment amusant, c'est d'être épaule contre épaule avec les gens de son équipe. Ce qui est vraiment amusant, c'est d'avoir un plan tactique et un schéma stratégique et de le mettre en œuvre à l'intérieur de la partie. À partir du moment où ça, c'est véritablement mis en jeu, eh bien, vous avez des espaces de créativité qui s'ouvrent. Il y a des parties de Call of Duty qui sont aussi belles que des parties de grands maîtres d'échecs. C'est de l'art pur. Il y a aussi la créativité individuelle des joueurs de jeux vidéo qui est pratiquement infinie. Par exemple, à la grande époque du jeu Quake 2, les joueurs ont inventé un mode de déplacement qu'on appelle le rocket jump.
Dans Quake, vous avez une arme qui est un lance-roquette, et donc vous tuez vos petits camarades avec cela, c'est extrêmement amusant. Mais si vous tirez vers vos pieds avec un certain angle, le souffle de l'explosion vous projette en arrière et vous fait bondir de 10, 15, 20 mètres si vous êtes doué. Il y a des joueurs qui ont fait des espèces de transes comme ça sur 5, 10 minutes, où pendant tout ce temps-là, ils passent d'un endroit à un autre en faisant du rocket jump. Et c'est d'une beauté à couper le souffle. Alors je crois qu'il faut... Si, c'est vrai. Il faut pas s'arrêter juste à l'image apparente où des gens tuent d'autres gens dans ces jeux vidéo. Ça, c'est une partie de la question, mais ce n'est pas l'essentiel. Peut-être que ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi est-ce que l'on fait jouer massivement nos enfants à ces jeux-là. Et je pense, parce que si j'ai la question, je suis psychologue, donc j'ai toutes les réponses. Je pense que l'on fait ça parce que cette société-là est une société qui est hyper violente. Et elle l'est depuis quand même pas mal de temps, et ça se traduit par des jeux qui tournent autour de la violence et de l'agressivité. Oui, il y a des jeux, vous pouvez jouer aux Sims. Vous prenez des adolescents qui jouent aux Sims, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils adorent faire, c'est vider le frigidaire et enfermer la famille et la voir mourir de faim à petit feu. Voilà, ils font ça, vraiment. Ou alors, ils prennent la petite sœur et ils la noient dans la piscine. Pourquoi ils font ça? Alors, si, vous avez un jeu sur le modèle alors, je suis pas bon critique parce que moi j'aime bien jouer à noyer les bébés dans les piscines et à tuer des camarades sur les champs de bataille. Mais vous avez des jeux, vous avez un jeu, vous avez des jeux qui sont des puzzles, hein, vous avez à résoudre des énigmes qui sont présentées graphiquement, qui sont de toute beauté. Hein. Vous avez Candy Crush Saga, là il y a Candy Crush Saga. C'est un jeu dans lequel vous devez assembler des bonbons de la même couleur. Il y a zéro violence. C'est vrai, mais le jeu est fun. Ouais. Le jeu est tout à fait amusant. Vous avez Angry Birds. Il y a un peu de violence parce que les œufs des bébés, les œufs des oiseaux ont été volés par les cochons et il faut aller les récupérer. Hein. Mais oui, il y a des jeux qui ne sont pas organisés autour de ça. Il y a un jeu qui s'appelle Limbo, qui est un espèce de voyage onirique dans le monde de la dépression et de la mélancolie, dans lequel on doit aller vers le mieux, vers le haut. Donc oui, ça existe des jeux qui ne sont pas organisés autour de ces questions-là. Justement, est-ce que Facebook, c'est pas un jeu plus doux? Est-ce que Facebook, c'est pas un jeu plus doux? Parce que tu sembles dire que Facebook, on projette vraiment une image de nous-mêmes qui est très conforme et très réaliste et qu'on s'est extrait de ces univers et ces personnages fantastiques de la période précédente. Mais est-ce qu'on n'a pas là justement un outil parfait pour jouer sur notre identité avec beaucoup plus de subtilité que dans les jeux un peu caricaturaux précédemment? Je ne pense pas que ce soit avec plus de subtilité. C'est une scène sociale et chacun joue un rôle, chacun essaie de tirer son épingle du jeu. C'est vrai sur Facebook, c'est vrai au boulot, c'est vrai ici, je joue le rôle du docteur en psychologie, vous jouez le rôle du public, et puis vous êtes mille et une autres choses. Lorsque je regarde un visage qui est connu ici, je ne suis pas simplement le docteur en psychologie qui parle de Facebook ou que sais-je encore, je suis aussi un ami. Donc voilà, il y a toujours plusieurs scènes qui s'imbriquent, qui sont interconnectées. Et ça fonctionne comme un prisme, voilà, pour donner une image, ça fonctionne comme un prisme, et à un moment donné, il y a une facette qui est davantage mise en avant que l'autre. Sur Facebook, il y a quand même un contrôle social qui est extrêmement important. Quand vous avez votre ami qui poste une photo de ses dernières vacances à Marrakech, il faut liker, il faut dire « Ah, c'est super, t'as de la chance, bravo hein !» Même si vous êtes vert de jalousie et que ça vous noue les tripes de voir que cet imbécile, pour la 4e fois de l'année, se paye des voyages de rêve, vous allez liker. Hein. Vous ne pouvez pas faire autrement. La seule chose que vous pouvez faire, c'est ne rien dire. Vous pouvez ne rien dire. Mais allez, faites l'expérience, allez sur quelqu'un poste un truc, les vacances, tout le monde dit c'est super, et faites un commentaire négatif et vous verrez la volée de bois vert que vous allez vous prendre. Merci.
Alors, en 20 secondes, j'y C'est crois quand même pas, incroyable, mais parce je que tente. quand même ce que tu viens de dire, c'est que c'est effectivement la fabrication du masculin ou la monstration d'un certain type de masculinité. Est-ce que c'est de la fabrique du masculin ou est-ce que, parce que si les filles ne jouent que pour justement avoir une relation avec leur mec, sinon elles en auraient pas, ça devient grave, quoi. C'est comme la fabrication du masculin à travers le football. Enfin, moi, j'ai fait quelque chose qui s'appelle l'origine de la guerre et qui est le pendant de l'origine du monde. Donc, tu vois, je suis très très sensible à ce que tu racontes et tu joues un jeu qui est quand même assez incroyable en disant ce que tu dis. Le diagnostic est terrible. Alors, il faudra qu'on poursuive la conversation parce que franchement, c'est vraiment long à déployer et passionnant aussi. Il y a véritablement une hyper-virilisation dans les jeux vidéo. Vous êtes un gros build et vous êtes fait pour cela. Quand vous allez à peu près bien, vous êtes capable de jouer avec les codes. Quand vous n'allez pas bien, vous croyez que le code, c'est la vérité. C'est là le seul drame. Donc il faut permettre, c'est pour ça qu'on a besoin d'artistes, il faut permettre de jouer avec les codes pour pouvoir continuer d'avancer. Et je vais libérer Laurent Pierre. Très parce belle que sinon... conclusion. Oh, merci. Merci. Merci.